Bonjour mes chers amis, entrepreneurs et entreprenants. Aujourd'hui, on a encore une belle entrevue qui se présente et je dirais plus une discussion qu'une entrevue. J'ai avec nous un invité de marque, un spécialiste en neurosciences, Joël Monzé. Bonjour. Joël, c'est un plaisir de te recevoir devant notre œil magique, la caméra, Merci pour beaucoup, pouvoir Carl. parler à nos jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais qu'on aborde. Vous savez, quand on commence dans les voies de l'entrepreneuriat, on décolle notre business, on est souvent pris dans les aléas de la vie, là, que tout va trop vite. On dirait qu'il faut qu'on fasse tout nous-mêmes. Là, tout d'un coup, on devient fatigué mentalement. On a des signes des fois, je vais m'avancer à dire des signes de burn-out, des signes de dépression. Puis là, on se perd. Là. Puis là, on commence à dire « Ah, je ne sais plus où je suis rendu ». Et notre ami Joël, aujourd'hui, va nous parler de ça, tout ce qui se passe dans la mécanique du cerveau et pourquoi qu'on arrive dans ces retranchements-là à s'y perdre. Est-ce que ça te va comme programme? C'est parfait. Est-ce que tu vas t'en sortir? Ouais. Ouais. Non, je pense qu'on a réellement... On va mettre en place ma mécanique. Ouais, une belle mécanique pour ça. Et je vous invite à écouter jusqu'à la fin, car déjà une discussion que j'ai eue avec Joël m'a révélé beaucoup de choses que même moi, je réalisais même pas dans ce que je fais. Et ça fait déjà même 28 ans que je suis dans les mêmes patterns, les mêmes choses, les mêmes fatigues. Et dernièrement, j'ai discuté avec, puis il m'a amené quelques points. Et là, ça a fait cling, cling, cling. Ah, voici pourquoi je me sentais comme ça. Donc, Joël, Oui. nos chers entrepreneurs, quand on commence à partir en affaires, on se perd dans le temps. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Parce que là, on a de l'euphorie. Là, on est content, on part un nouveau projet. Est-ce que ça ne devient pas un piège, ça, à se perdre? Pas nécessairement. En fait, je pense que... Sais-tu à quel âge notre cerveau arrive à pleine maturité? Moi, j'ai déjà entendu 25 ans. Entre 40 et 45 ans. Tant que ça? Oui. Donc en fait, plus la technologie dans recherche évolue, plus on est capable de pouvoir comprendre comment le cerveau fonctionne. D'accord? Et ça nous permet aussi de voir un paquet d'éléments qu'on ne voyait peut-être pas il y a une vingtaine d'années. OK? Donc c'est vrai que quand on a 25 ans, généralement on a quitté la maison de papa et maman et on peut s'envoler en tant que tel. Sauf que le cerveau va mettre encore beaucoup d'années pour pouvoir arriver à cette pleine maturité. Et en fait, on le voit parce qu'il y a une augmentation progressive de l'épaisseur du cortex, surtout dans la partie préfrontale, qui est la partie la plus humaine de notre cerveau. Et c'est elle qui demande en fait à être le plus de temps pour pouvoir arriver à être mature. Et ça, cette partie-là, c'est ce qui nous permet d'avoir le discernement, de pouvoir utiliser la compassion, de pouvoir utiliser toutes les ressources et toutes les belles habiletés humaines, y compris quand on est stressé. Parce que c'est ça le défi. C'est qu'à partir du moment où je me sens stressé, je me sens anxieux, je suis inquiet de quelque chose ou quelque chose, les choses vont trop vite et ainsi de suite, automatiquement, en fait, on a de moins en moins accès en fait, à cette zone-là dans notre cerveau et on va l'épuiser dans nos ressources de guerriers, de chasseurs, de combattants, au lieu de garder, de maintenir en fait l'efficacité de la partie préfrontale. Tu peux t'imaginer, par exemple, si toi et moi, on se retrouve en train de lutter contre une gang de vikings, en l'occurrence, c'est l'entreprise concurrente, Oui. d'accord? Eh bien, on est dans une situation où, si on commence à réfléchir stratégie alors qu'on est en plein combat, on va se faire couper la tête. Donc, il faut que la partie ici, qui me permet de prendre du recul, d'analyser, d'accord, de se voir aller et de prendre une décision en notre âme et conscience, il faut que cette partie-là, en fait, ne soit pas fonctionnelle, ou en tout cas, elle soit débranchée dans une partie de combat. On avait, par exemple, observé, durant la guerre du Vietnam, on avait fait une corrélation, en fait, entre le nombre d'années d'études qu'une personne avait suivies et le risque qu'elle meure rapidement sur le champ de bataille. Et on s'était donc rendu compte, il y a une belle corrélation, plus la personne a étudié, plus les risques qu'elle meure vite sur le champ de bataille est énorme. C'est une des raisons pour lesquelles on va d'ailleurs casser les soldats dans leur instruction, parce qu'ils doivent suivre leur instinct, parce que c'est leur instinct qui va faire que sur une situation de combat, ils ont plus de chances de survivre. Okay?
dans une situation de combat réel, c'est une bonne chose. Dans une situation d'affaires, de relations, de partenariat, d'employés, on risque peut-être d'avoir des difficultés. Sauf que notre cerveau, il est leurré par l'ensemble des stressors parce qu'on voit l'adversaire, la compagnie concurrente, on voit les problèmes, le gouvernement, les taxes, et ainsi de suite. Le cerveau le comprend comme si c'était une gang de vikings, et donc on va réagir contre ça. OK? L'autre chose aussi qu'il va falloir débrancher, c'est que le brave viking, ben, c'est peut-être un papa. C'est probablement le mari, mais c'est certainement le fils de quelqu'un. Pauvre gars, je ne peux pas lui couper la tête. Donc, si je commence à en fait avoir de l'empathie, de la compassion pour le viking au moment où je suis dans un combat, ben c'est moi qui vais me faire tuer. Je ne peux pas faire Sonia Benezra. OK? Parce que je suis à risque pour moi-même et pour mes copains. Ouais. Donc, je vais devoir débrancher ma zone ici qui me permet d'avoir de l'empathie, de la résonance émotionnelle et d'utiliser justement toutes les belles habiletés affectives qu'on devrait normalement utiliser. Et c'est ça, en fait, qui va se passer dans beaucoup de situations. C'est que plus on en a de l'expérience et que notre cerveau est mature, plus on a accès à ces ressources. Et c'est peut-être pas pour rien que beaucoup d'entrepreneurs démarrent leur carrière d'entrepreneur entre 35 et 40 ans. C'est comme si ça prend au moins 35 bonnes années pour que le préfrontal soit suffisamment développé pour être capable de gérer l'instabilité. Mais on s'entend que c'est de l'instabilité. Et donc, s'il y a des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres, ben, automatiquement, mon cerveau est leurré et me conduit à réagir comme si j'étais en train de faire une guerre contre des Vikings. OK. Est-ce que ça veut dire que le meilleur temps dans sa vie, là, le meilleur temps pour se partir en affaires est après 35-40 ans, quand le cerveau est bien développé? Mais je pense qu'il y a des jeunes qui vivent dans un environnement entrepreneurial et qui ont peut-être pris l'habitude plus tôt de pouvoir Gérer tout démarrer ça. et gérer tout ça, ou qui peuvent disposer d'un bon mentor, d'un parrain qui va les accompagner, ou d'un bon conseil d'administration, d'accord, qui va pouvoir éventuellement compenser éventuellement le manque d'expérience que la personne OK. peut avoir. Mais elle aura plus de risques quand même à 25 ans de tomber dans ces mécanismes de défense et éventuellement de prendre un raccourci avec un client, avec un employé, avec le gouvernement, s'il n'a pas appris à bien utiliser justement les situations de stress et en faire quelque chose de constructif. C'est quelque part, en fait, notre cerveau, c'est comme plein de musiciens qui doivent apprendre à jouer ensemble. Il y a plein de zones qui sont fonctionnelles. Il y en a qui mettent peut-être un peu plus de temps que d'autres pour être capable de Ouais. maîtriser leur instrument parce qu'il y a des instruments qui sont plus complexes que d'autres. Mais en même temps, plus on va développer nos ressources, plus tôt on le fait et plus ça va être facile pour le jeune, même un jeune de 25 ans, de se démarrer en entreprise. C'est pas impossible. Je dis juste que c'est c'est une statistique ou une observation OK. qu'on voit beaucoup de gens entre 35 et 40 ans. Si le jeune à 25 ans, il veut se partir en affaires, vas-y. Tu sais, fonce. Il aura peut-être l'énergie ou la passion que peut-être qu'à 45 ans, quand il Mais, aura une famille et 3 hypothèques, il ne pourra plus le faire. mais justement, le fait d'avoir un bas âge, 20-25 ans pour se partir en affaires, est-ce que justement cette force de guerrier-là ne devient pas un avantage pour, je vais dire, pour dépasser des limites des fois qu'on se met à 40-45 ans? Mais il y a un adage qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, c'est certain que oui, il y a des avantages de la partir tôt, l'entreprise, et il y a des inconvénients. Il y a des avantages de la partir plus tard et il y a des inconvénients. Je crois que, tu sais, comme je disais tantôt, il y a des jeunes qui grandissent dans un environnement qui les pousse en fait à devenir des entrepreneurs. Mets-les pas dans un bureau pour faire du 9 à 5. Ils vont se taper un burn-out assez rapidement, à moins qu'on les mette sur des gros projets sur lesquels ils peuvent utiliser leur esprit entrepreneurial parce qu'ils ont une marge de manœuvre nécessaire tout en étant à l'intérieur d'une boîte. On peut être un entrepreneur même à l'intérieur d'une Oui. boîte parce qu'on a cette marge de manœuvre-là nécessaire et peut-être que quelque part, il faut les faire... comment dire, il faut aller se faire les dents peut-être dans ce genre de projet-là avant de démarrer éventuellement une boîte un peu plus complexe. Puis en même temps, tu sais, si je dis,
Il y a plein de gens qui ont démarré dans le domaine de l'informatique. Il y a plein de gens qui ont démarré très jeunes des entrepreneurs, des jeunes entreprises et qui ont fait des millions de dollars très rapidement parce que c'était de leur génération de faire de l'informatique alors que leurs aînés étaient déjà un peu trop dépassés pour pouvoir faire la même chose. Ça ne veut pas dire que s'ils n'étaient pas dans le secteur de l'informatique, ils n'auraient pas vécu des difficultés dans un autre secteur industriel, par exemple. Est-ce qu'il y a des prédispositions spécifiques au niveau du cerveau à dire, moi, je vais être entrepreneur ou moi, je vais être travailleur? Ou est-ce que c'est juste de l'habitude? Ou y a-t-il quelque Moi, chose je dans le le cerveau? vois chez des jeunes que j'accompagne. Dans le sens que quelque part, l'école, elle est cohérente avec la société dans laquelle on est. Nous sommes une société d'industrie où on a glorifié l'industrie comme étant le point fondamental de toute notre économie et de tout ce qui existe actuellement. Autrement dit, nos hôpitaux fonctionnent en industrie avec des références industrielles et nos écoles fonctionnent en industrie avec des références industrielles. Quand tu es malade, on te change une pièce de ton corps ou on remet un peu d'huile, en l'occurrence on te donne un médicament pour te renvoyer le plus vite possible sur le marché du travail. Okay? C'est un peu ça qu'elle fait aussi l'école. Elle forme des employés, elle forme des fonctionnaires. Donc des gens qui vont bien faire leurs choses, efficaces, mais on leur donne un ordre et ils l'appliquent. Et dedans, tu as plein de jeunes qui ont justement cette fibre entrepreneuriale, qui ont besoin de découvrir, qui ont besoin de manipuler, qui ont besoin d'aller ailleurs. Et en fait, pris là-dedans, ils sont tellement pas bien qu'ils vont s'agiter ou partir dans la Lune. Partir dans la Lune parce qu'ils rêvent à des projets, d'accord, ou ils rêvent à autre chose. Ou s'agiter parce qu'ils veulent faire les choses, ils veulent construire, ils veulent créer quelque chose. Mais on ne les comprend pas et on leur donne du Ritalin pour pouvoir les contentionner sur leur chaise. Et soi-disant, c'est parce que ça va leur aider à réussir leur vie. Ouais. C'est pas prouvé. C'est souvent les peurs des adultes et pas nécessairement la réalité de l'enfant. Donc je crois que oui, malheureusement, nos écoles n'aident pas suffisamment nos jeunes à développer des réflexes entrepreneuriaux. Même les jeunes, par exemple, qui avant allaient dans des secteurs plus professionnels, une des raisons pour lesquelles ça a disparu, c'est parce qu'on a voulu trop les normaliser, alors que la plupart d'entre eux, un électricien, un plombier, un maçon, un menuisier, ce sont des gens qui naturellement auraient été des entrepreneurs, mais on les contentionne dans un système qui ne répond pas à leurs besoins, puis on s'étonne qu'ils décrochent. Et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont devoir faire un effort pour pouvoir essayer de retrouver les bases nécessaires pour aller chercher leur carte pour la RBQ ou des choses pareilles. Donc, malheureusement, l'école ne comprend pas c'est quoi une entreprise et je crois que ça va faire partie des défis dans les 10 prochaines années parce que le monde industriel tel qu'on l'a connu, tu sais, prends l'usine GM qu'on avait À Boisbriand. à Boisbriand, elle n'existe plus. Donc même si parfois on avait un grand-père et un père qui avaient fait toute leur carrière dans l'entreprise depuis qu'elle existait, ben, le fils, il s'est fait licencier, le petit-fils s'est fait licencier, l'arrière-petit-fils n'a même pas une chance d'y rentrer. Exact. Donc le monde industriel tel qu'on l'a connu va devoir changer et à partir de là, l'école va devoir s'adapter à cette réalité-là. Donc peut-être que certains vont démarrer un peu plus tôt. Puis on peut le faire à travers des projets. On n'est pas obligé de démarrer des entreprises nécessairement à l'école primaire, mais juste dans la gestion des projets, aider les enfants à pouvoir conceptualiser un problème, essayer de trouver une solution et trouver la manière de répondre au mieux. C'est à ça que ça devrait servir les cours de maths et la résolution de problèmes. Mais on leur demande juste de résoudre un problème sans leur demander de réfléchir, mais d'appliquer une recette. Donc l'enfant qui a cette fibre entrepreneuriale-là, souvent il est étouffé dans le système tel qu'il existe et malheureusement on risque peut-être d'en échapper quelques-uns à cause de ça. Je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure pour revenir avec ce que tu viens de dire là. Tantôt, on parlait que le cerveau devenait mature vers l'âge de 35-40 ans. Et qu'il était peut-être plus facile ou plus favorable de partir une entreprise quand on arrivait vers cet âge-là, parce qu'on allait avoir une stabilité, une facilité à gérer les gestions, les crises, les stress, le stress, oui. et plus facilement. Donc, par la force des choses, ça veut dire que si on démarre une entreprise vers 20, 25 ou 15 ans, ou peu importe quand on le fait jeune, ça va devenir un réel défi. Oui, mais s'il y a un parrainage... Mais si on n'a pas de parrainage, c'est là que je m'en viens. Là, tu viens de parler que notre système d'éducation ne favorise pas
notre jeunesse à partir en entreprise, à devenir des entrepreneurs, à pouvoir se prendre en main. Partons sur le principe maintenant qu'on n'a pas un jeune que lui, ça vibre en dedans de lui-même, mais qui ne sait pas comment s'enligner. Il y a pas... Puis là, je me réfère à moi parce que quand j'étais plus jeune, à l'âge de 15 ans, j'avais ce rêve-là de devenir un entrepreneur. Et puis, j'avais pas de parents pour me dire go, vas-y, fais comme ça, fais attention pour pas éviter ou pour éviter ce chemin-là. Plutôt, mes parents me disaient écoute, ma mère est infirmière, et puis mon père travaillait pour l'usine Alcan. Donc, c'était vraiment deux travailleurs purs et durs, habitués avec un syndicat. Pas que j'ai quelque chose contre les syndicats, là, mais c'est très, très structuré. C'est vraiment là, dans un entonnoir précis. Et puis, eux me disaient trouve-toi un travail, ça va être plus facile. Ça ne marchera pas être en affaires. Mon père avait déjà eu sa business, puis ça n'avait jamais fonctionné. Je pense qu'il avait été resté en vie 2 ans avec ça. Fait que, il me poussait toujours vers le travail comme travailleur. Mais je n'ai pas eu de guide. C'est sûr que là, on remonte au début des années 90, où l'entrepreneuriat est encore beaucoup moins populaire qu'aujourd'hui. Il y avait encore moins de guides qu'aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'un jeune peut faire s'il n'y a pas ces guides-là, s'il n'y a pas ces références-là, pour très jeune, déjà se positionner à le faire? Je pense qu'on n'est plus dans la même situation que quand toi et moi, on était sur les bancs d'école. Non, je crois que c'est différent Parce aussi. qu'il y a le web. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le web donne un accès à énormément d'informations. Et il y a de plus en plus de personnes qui, comme toi, vont donner des guidelines pour aider les entrepreneurs à développer un paquet de ressources selon leurs compétences. Je pense aussi qu'il y a une émission qui a fait beaucoup de bien au Québec qui s'appelle Les Dragons, où on a donné la possibilité à des jeunes entrepreneurs de venir chercher du capital de risque publiquement. Certains l'ont fait avec brio, d'autres l'ont fait de manière assez comique, mais toujours est-il que ça peut aussi avoir été un déclencheur de la fibre entrepreneuriale de l'enfant ou de l'adolescent. Et d'ailleurs, je regarde, à part la première saison, j'ai regardé toutes les saisons parce que c'était un des rares talk shows que j'apprécie. Parce que j'apprends quelque chose, donc si j'apprends pas, moi je préfère pas perdre mon temps. Mais ça reste que tu as eu des jeunes, en fait, il y en a un qui devait avoir une douzaine d'années, l'autre qui a eu 14 ans, et qui sont venus présenter leur micro-entreprise et qui ont été soutenus par les Dragons. Okay? Donc là aussi, juste de voir ces deux jeunes, il y en avait un qui vendait des potirons, l'autre je ne me souviens pas qu'est-ce qu'il vendait, mais dans les deux cas, il y a eu comme une reconnaissance de la part des 5 Dragons. Et quand, dans ma pratique clinique, j'ai des jeunes qui, justement, je sens ce côté-là, je leur conseille toujours d'aller regarder cette série d'émissions-là. Ce qu'ils en feront, ça leur appartient. Mais s'ils ont le choix entre regarder une émission quétaine ou regarder une émission qui va stimuler quelque chose à l'intérieur d'eux, ben, autant encourager la stimulation. Il y a des films qui en parlent aussi, tu sais. Donc, automatiquement, il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens montrent leur art. Et il y en a qui ont démarré une entreprise de bois, il y en a d'autres qui ont une entreprise de ceci, une entreprise de cela. Tu sais, j'ai un de mes patients qui fait de l'usinage et qui souvent va voir ce que d'autres personnes vont faire en usinage à travers le monde. Et ça inspire certaines de directions qu'il va prendre pour le type de produit qu'il veut développer lui-même. Donc, Internet peut apporter des belles choses, peut stimuler des belles choses. Et donc, le tout, c'est après, ben, c'est d'essayer de se renseigner, c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place, concrétiser en fait leur projet. Et après, on croise les doigts. OK. Là, on parle d'Internet, on parle de stimulation, on parle aussi de télévision. Puis je me rappelle dans les discussions qu'on a eues, tu m'avais parlé des émissions qu'on pouvait écouter à la télévision, comme les films d'horreur, qui nous remettent, qui nous comparent ça aux Vikings que tantôt tu as parlé. Oui. C'est la même chose avec les jeux vidéo, en passant. OK. Donc, ça veut dire qu'inversement proportionnel, si on va regarder sur Internet ou à la télévision des émissions stimulantes qui vont nous parler d'entrepreneuriat, qui vont nous parler de développement de la personne, des autobiographies de personnalité, ces choses-là. Est-ce que ça stimule quelque chose de particulier dans le cerveau
qui va nous mettre en état d'apprentissage ou dans des conditions meilleures pour avancer? Oui, en fait, c'est intéressant la question parce que souvent, quand on parle des écrans, on met tout dans le même panier. Or, ce qui est potentiellement non recommandable, voire toxique pour le cerveau, ce sont, comme je le disais tantôt, les jeux vidéo, certains films d'horreur, l'hyperstimulation de nos défenses, donc des films hyper violents comme le dernier film de Tarantino qui paraît-il effroyable tellement la violence gratuite est omniprésente. Euh, et dans les cas extrêmes, il y a de plus en plus d'éléments de preuve que ça stimule des tueurs de masse. Ok? Pourquoi? Parce que ce genre de film-là, Et quand ce tu genre parles de de jeu, tueurs de masse, t'entends c'est quoi? celui qui va débarquer dans une école pour Comme tirer les sur ses tueries qu'on copains. voit Oui, là. c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on regarde quelque chose de violent, ça va stimuler notre côté guerrier. Donc, comme je disais tantôt, ça va débrancher notre gros bon sens, ça va débrancher notre empathie, mais surtout, ça va stimuler énormément de dopamine. Ça veut dire que si toi et moi, on doit lutter, même si on est pacifique et qu'on est deux hommes qui sommes capables de bien gérer nos émotions, ok, dans une situation où on doit défendre notre vie parce qu'il y a un viking qui veut nous couper la tête, au moment où on va le tuer, on va se sentir surpuissant. Quasiment, on va avoir un orgasme, tellement de la dopamine va être libérée. Ok? Parce que notre système nous dit c'est une bonne chose pour toi. Et plus on utilise les jeux vidéo ou des films de guerre et de la violence dans les écrans, plus ça conditionne notre cerveau à réagir en fait en guerrier, ce qui est très utile si on était malheureusement dans les pays comme la Syrie ou l'Afghanistan, mais très problématique au Québec ou en Amérique du Nord, où normalement on ne devrait pas avoir besoin de cette violence-là pour survivre. Donc, on s'entend que la violence qu'on va voir à la télévision ou dans les jeux vidéo nous conditionne par rapport à ce qui n'est pas l'idéal pour nous. Mais en même temps, ça c'est le côté problématique, mais il y a le côté beau d'Internet ou de la télévision. C'est-à-dire que si on peut voir un film ou si on peut voir quelque chose qui nous stimule, nous éveille, tu sais, les vidéos que tu présentes, si la personne elle a le choix entre écouter 30 minutes d'entrevue ou 10 minutes de présentation sur un thème ou l'autre, ou aller regarder Occupation Double, ben, Occupation Double, ça ne va pas lui apprendre quoi que ce soit. Éventuellement un peu de psycho articulé autour de la bêtise humaine, mais ça ne va pas aller très loin. Ou se dire, ok, oui, je vais regarder ça. Il ne va pas y avoir une satisfaction aussi puissante que de jouer avec un jeu vidéo dans l'immédiat, mais à moyen terme, plus on va l'utiliser, plus on va avoir du plaisir à regarder ce genre d'émissions qui viennent nous former pour qu'on développe nos habiletés, c'est qu'on va encore avoir la dopamine qui va être libérée, mais comme on n'est pas dans une situation, entre guillemets, de grand stress, de guerre, de guerrier, ça ne va pas débrancher le préfrontal, donc on va garder notre logique, OK. on va l'amplifier et on va garder notre empathie et on va être capable d'utiliser, d'être un chef d'entreprise ou d'avoir une jeune entreprise où on est capable de pouvoir faire des choix stratégiques, Ouais. mais en restant éthique. Et ça, c'est un grand danger, parce que dans le stress, c'est beaucoup plus facile de tomber dans une compétition et de prendre des raccourcis que de rester éthique pour assurer la survie de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans la portion éthique? Est-ce que c'est uniquement de l'expérience? Ou c'est de la pratique à ne pas déconnecter son cerveau? Je dirais que c'est de la pratique à ne pas se déconnecter. Donc, dans le sens que c'est tout à fait normal. Quand on est dans une situation de stress, tu sais, par exemple, quand tu es en voiture et que, à un moment donné, pendant l'hiver, tu roules sur une plaque de verglas, ta voiture glisse, si tu commences à réfléchir à comment agir pour que la voiture reste sur la route, tu es dans le décor. Ouais. En fait, ça prend 7 centièmes de seconde pour que les mécanismes de survie se mettent en place et fassent en sorte que tu vas avoir braquage contre braquage et tu vas rester sur la route. Ça va être la même chose si tu es chasseur et que tu veux tirer sur un chevreuil. Ça prend 7 centièmes de seconde pour épauler l'arme et tirer. Si tu as de l'expérience, tu vas probablement réussir à avoir le chevreuil. OK? Donc, il faut savoir que nos mécanismes de défense se mettent en place très rapidement. Donc, tu sais, tantôt, je te disais que c'est comme si notre cerveau était un ensemble de musiciens qui doivent apprendre à jouer ensemble. Autrement dit, je dois être le chef d'orchestre.
Mais est-ce que tu es capable de vraiment contrôler la connexion et la déconnexion? Ça prend du temps, s'il faut se connaître. Il faut connaître. Je dis, tu ne peux pas diriger l'OSM aujourd'hui Si tu ne connais pas tes si musiciens. tu ne connais pas tes musiciens et si tu n'as pas une certaine OK. expérience. Donc, les apprentissages vont faire partie de la solution. D'accord? L'expérience fait partie de la solution. OK. De savoir que oui, il y a des musiciens qui vont demander peut-être un peu plus d'attention. Il faut savoir qui est son premier solo, son deuxième solo. Et on va commencer à jouer avec ça. Mais plus on apprend à jouer avec ça, et moins on est perturbé par une fausse note. Parce que je suis certain que dans même les meilleurs concerts, il doit y avoir des fausses notes. Mais si tu es omnibulé par une fausse note, c'est là que c'est difficile de garder l'ensemble OK. de la mélodie. Et l'éthique, pour moi, c'est ça. C'est d'être le chef d'orchestre et de pouvoir, en notre âme et conscience, prendre des directions, utiliser des stratégies pour atteindre ses objectifs économiques, parce qu'il faut que l'entreprise survive, tout en restant le plus intègre possible, aussi bien en interne, dans la gestion des ressources humaines, qu'en externe, dans notre relation avec le client. Et comme si je suis en instabilité financière, si j'ai pris des trop gros risques financiers, mais c'est comme si j'ai plus accès à certains musiciens. OK. D'accord? Ou ils sont mal assis en tout cas, ou ils vont jouer un peu plus faux. Donc il va falloir que je les aide, ou il va falloir aller chercher de l'aide pour être capable de gérer les situations d'instabilité, pour me permettre de rester un grand chef d'orchestre et amener mon entreprise là où je veux l'amener. Donc, on pourrait dire que rendu à ce point-là, un entrepreneur a tout avantage à aller chercher des personnes extérieures Mhm. pour travailler avec lui pour progresser plus rapidement. Oui, selon un modèle d'affaires qui lui convient. Tu vois, moi, peut-être parce que j'ai une formation de psychothérapeute, je pense que je serais un très mauvais patron et d'avoir des employés, ce ne serait pas une bonne chose pour moi. Pourquoi? Parce que peut-être que je fais trop attention à la personne et je fais un peu moins attention à la fonction. Or, en tant que chef d'entreprise, j'ai besoin de la fonction. Donc, ce qui marche très bien avec moi, c'est d'avoir des sous-traitants. Mais par contre, j'ai une méchante belle équipe de sous-traitants. Tu vois, je me connais en tant que chef d'orchestre. Ok, je connais mes forces et je connais mes défis. Donc, j'ai construit, si tu veux, la structure de mon entreprise pour ça. Mais en même temps, j'ai une structure qui est très consensuelle, où même si techniquement, je suis le patron, d'accord? Mais en même temps, il va y avoir des échanges. Ce qui est très utile, tantôt on parlait d'éthique, ça veut dire que si à un moment donné, je mets le pied dans quelque chose qui voudrait peut-être mieux que je ne le mette pas, mais l'équipe se sent suffisamment à l'aise de dire hey, Joël, attention, tu es en train de déraper là. Puis très rapidement, en fait, on peut se réajuster. OK. Il y a d'autres entreprises. Tu sais, si j'avais une entreprise d'informatique, probablement, je ne pourrais pas en avoir que des sous-traitants. Ce serait trop volatile. Okay? Donc, à ce moment-là, il faudrait que j'ai des employés. Donc, il faut trouver une forme et une formulation dans l'entreprise qui va correspondre, en fait, à sa nature pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Puis peut-être que si on se revoit dans 5 ans dans le cadre d'une autre vidéo, on se reverra d'ici là, c'est certain. J'espère. Mais peut-être que je te dirais, ben oui, finalement, avec la manière dont l'entreprise a fonctionné, oui, j'ai des employés, puis ce sera là où je serai rendu dans 5 ans. Mais je sais que ce sera tout un défi pour moi. Mais ça, on appelle ça une évolution. Oui, tout à fait. Parce Oui. que les choses ne sont jamais statiques, ça Mhm. change tout au long du temps. Oui, Ça va être difficile de prédire dans 5 ans que ce sera ou ce ne sera pas ça. tout à fait, parce que le marché bouge beaucoup. Et c'est ça qui est parfois difficile à gérer pour l'entrepreneur, parce que, de nouveau, le réflexe qu'on va avoir en premier, c'est un réflexe de guerrier. C'est un réflexe de combat contre un viking. Et ça demande une force de caractère de rester un solide capitaine ou le chef d'orchestre. Tu sais, je te l'avais dit il y a quelques mois, je me suis associé avec quelqu'un dans une entreprise qu'on a co-créée ensemble. On a fait environ 250 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace de 7 mois. Donc elle marchait très bien, l'entreprise. Mais j'ai fermé l'entreprise. Parce que ma partenaire avait des valeurs qui sont les siennes, elle a le droit de les avoir, mais avec lesquelles moi je ne voulais pas fonctionner. Pour moi, c'était non éthique. Et cette notion justement de décision consensuelle que j'avais dans mon équipe, ça ne marchait pas avec son équipe à elle, où elle fonctionnait en pyramidale. Elle décide, les autres appliquent. Son entreprise marche peut-être très bien pour elle, mais ce n'est pas comme ça qu'on a
on va fonctionner. Et donc, à ce moment-là, mon équipe n'était pas très d'accord. Tu sais, il y avait des grosses tensions. Donc, je l'ai remercié. Je dis, OK, continue de ton côté. Moi, je continue du mien. Et je préfère ça que d'être trop centré sur la notion d'argent ou de réussite. Mais on s'entend que je suis très conscient qu'une personne qui serait dans ma place, mais qui n'a que ça pour survivre, qui a une hypothèque, qui a des enfants, qui a une responsabilité familiale, c'est pas évident d'oser prendre une décision comme celle-là. OK. Et c'est là que l'instabilité fait en sorte que c'est plus facile de tomber dans nos réflexes de guerrier et de prendre des décisions commerciales en interne ou en externe qui sont limite, voire non éthique ou peut-être même non morale, parce qu'il y a une survie financière ou il y a une difficulté de gérer l'instabilité. OK. Ça, j'aimerais rebondir là-dessus. Prenons en exemple ce cas-là que tu as vécu. Mhm. Dans ton cas, oui, tu as pris les décisions parce que tu savais que tu avais autre chose en arrière qui pouvait te permettre de continuer ton chemin. Mettons-nous dans la position d'une personne qui a uniquement ça. On a toujours un même chiffre d'affaires, 250 000, la business va bien, tout se positionne bien, mais les valeurs des deux associés sont différentes. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans notre cerveau si on décide de rester dans une position comme ça, malgré qu'on est contre nos valeurs? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, mais je dirais qu'il y a des stratégies. Par exemple, la création d'un conseil d'administration, ça peut aider. D'aller chercher un mentorat, ça peut aider. D'aller chercher un support d'un coach qui va permettre de pouvoir justement, le coach va être à l'extérieur et va pouvoir regarder justement comment les deux actionnaires peuvent fonctionner ou les deux partenaires peuvent fonctionner parce que parfois il y a plus d'actionnaires et de regarder de quelle manière les deux peuvent fonctionner d'une manière ou d'une autre. Il y a des artifices qui existent, le fameux shotgun où je te donne 48 heures, je te rachète tes parts pour 20 000 dollars ou 100 000 dollars, d'accord? Et toi, tu as 48 heures pour me dire, OK, j'accote ce que tu me dis, le 20 000 ou 100 000. Si tu es capable de m'accoter, ben, c'est moi qui te cède mes parts. Mais si tu n'es pas capable de m'accoter, c'est moi qui prends tes parts. Donc, ce sont des éléments qui peuvent jouer aussi. Il faut regarder la convention. Mais ça, c'est des stratégies entrepreneuriales. Oui, Mais si on y va du côté, on va rester dans les neurosciences, OK. du côté du cerveau, on décide qu'on reste dans cet environnement-là parce qu'on a une grosse hypothèque, on a la famille de 4 enfants. Là, ça devient difficile. On dit, oh, écoute, il n'y a rien d'autre après, là, je ne pourrais pas vivre après ça. Là. On décide de rester en place. Puis, par expérience, je sais aussi que les situations se dégradent assez Ouais. rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe comme mécanique dans notre cerveau? Mais c'est là que de plus en plus ce cerveau va être amené à fonctionner comme si j'étais dans un combat contre des Vikings. OK. Encore une Et fois. donc oui, exactement. Ça se fait, comme je disais tantôt, 7 centièmes de seconde suffisent pour nous amener dans nos mécanismes de défense. Autrement dit, euh, tu sais, ça m'arrive encore de tomber dans mes mécanismes de défense. C'est normal, mon cerveau est construit comme ça. Dans une situation de combat contre les Vikings, c'est ce qui va peut-être me sauver la vie, d'accord? Mais ça peut devenir problématique sur le relationnel quand il n'y a pas de Vikings. Mais à long OK? terme, si tu rentres tous les matins dans une relation de viking, Oui. est-ce que ça devient pas, est-ce que ça devient pas dangereux? Est-ce qu'il n'y a pas trop je vais dire dopamine, je ne sais pas si c'est ça qui se sécrète plus. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne devient pas un élément qui va jouer contre toi? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va retrouver ça d'ailleurs dans la génération qui nous a précédés, les boomers, où on leur a vendu l'idée du liberté 55. C'est-à-dire tolérer pendant 30 ans une job que vous n'aimez pas, puis à 55 ans, vous allez avoir votre liberté. Autrement dit, on en a fait des esclaves heureux. OK? Syndicat ou pas. Donc, quelque part, où est-ce qu'ils sont allés pour pouvoir trouver moindrement un peu plus de plaisir? Ça a été soit dans des loisirs à tort et à travers,
possession de bateaux ou de motos ou des choses pareilles. D'ailleurs, c'est encore un gros secteur de vente dans l'industrie pour l'instant, cette génération-là. Sans aucune critique de la génération d'ailleurs, ça fait partie des réalités qu'on peut voir. Puis c'est pas parce Exact. que je décris un dynamique que tous les baby boomers fonctionnent de la même manière non Mais plus. c'est des Mais généralités. ce sont des tendances Ouais. qu'on va voir. On constate aussi la prise de médicaments. Donc, ça veut dire que la personne va être de moins en moins efficace pour fonctionner. Tu sais, quelque part, il y a trois grandes manières de réagir au stress. On a besoin de stress. Le stress, ça nous mobilise. OK? Sans stress, sans anxiété, on serait un danger pour nous-mêmes. Donc, le stress et l'anxiété, c'est une mobilisation qui fait en sorte qu'on est capable d'atteindre des objectifs. Même l'élève, si l'élève n'est pas minimalement stressé, eh bien, à ce moment-là, il va avoir la difficulté à étudier, il va avoir la difficulté à produire son examen. Donc, le Donc stress est bon. le stress est bon. Le stress est nécessaire. C'est ce qui nous permet de nous adapter à une situation dans le moment présent. Mais parfois, le stress nous conduit à être de plus en plus important, de plus en plus important, de plus en plus important. Et c'est là que le mécanisme de débranchement progressif du haut du cerveau et d'amener en fait de plus en plus les ressources au niveau de nos structures de survie, donc dans le tronc cérébral, la partie la plus archaïque de notre cerveau, fait en sorte que on va réagir avec plus de vigueur, d'agressivité, on va être sec, on va faire des jokes comment dire, des jokes de cul, on va faire un fou de nous-mêmes. Donc parce que on va avoir de moins en moins de recul, c'est comme le mononcle qui boit un peu trop à Noël. C'est Ouais. l'alcool, la première chose que l'alcool va faire, c'est de débrancher le préfrontal et on va avoir un être humain qui va se comporter d'une drôle de manière parce qu'il n'aura plus le contrôle de certains comportements qu'il ferait bien de garder précieusement chez lui. Okay? Donc, en fait, plus le stress monte, plus les mécanismes de défense vont embarquer, plus on risque de se comporter de manière immorale, d'accord? Jusqu'à un moment donné où soit on va avoir une crise cardiaque, et c'est irrécupérable, c'est le genre de crise cardiaque parce que le cœur est correct, c'est-à-dire que si vous voulez regarder, par exemple, vous allez essayer de serrer vos mains, ok, faites-le avec moi, et vous allez devoir l'accélérer de plus en plus. Et bien faire attention de bien ouvrir et de bien fermer. Vous allez voir que malgré votre volonté, ok, eh bien vous ne pouvez pas aller plus vite parce qu'il y a un temps de réponse minimal que vos muscles doivent avoir pour être capables de pouvoir se contracter ou s'extensionner. Ok, c'est la même chose pour le cœur. Le cœur, c'est un muscle. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher, se contracter, se relâcher. Et plus on est stressé, plus on monte dans la fameuse courbe que j'étais en train d'expliquer tantôt, plus le cœur va être stimulé, 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 stimulé. Et il y a un moment donné où, dans la jonction entre le neurone et le muscle, il n'y a plus de molécules qui est libérée. Donc, il n'y a plus de contraction cardiaque. Et tu peux avoir un défibrillateur à côté, d'accord? Tu ne seras pas capable de repartir le cœur. C'est ce qui explique la plupart des crises cardiaques qu'on va voir chez des travailleurs qui sont très mobilisés. Avant, c'était essentiellement les hommes, mais il y a de plus en plus de femmes parce que les femmes se lancent en affaires ou font des jobs qui sont aussi stressantes que les hommes. Elles ont un peu moins de risques que les hommes parce qu'elles ont moins de testostérone. Okay? Mais le risque existe là et on a de plus en plus de jeunes femmes qui vont mourir d'une crise cardiaque. On va voir ça chez les sportifs aussi. Tu as des jeunes qui meurent en pleine compétition, dans un entraînement, pourtant ils sont super entraînés. Mais justement, il y a un moment donné où le cœur n'est pas capable de produire plus et la personne s'effondre. Mais on a une protection. Et là, les filles qui ont un peu moins de testostérone ont plus de chances de tomber dans cette protection. C'est le fameux burn-out. Et le burn-out, c'est une bénédiction. Sauf que le problème, c'est que notre société qui est basée sur l'industrie n'aime pas le burn-out. Pour eux, ils veulent des gentils travailleurs qui aillent fonctionner dans l'entreprise. Mais le burn-out, c'est génial. Parce que c'est ce qui protège le cerveau. C'est la boucle de stress qui s'effondre complètement. La personne n'a plus aucune énergie pour lutter contre des vikings virtuels. Et peut-être que pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, la personne ne sera pas capable de refonctionner comme auparavant, mais au moins, elle va apprendre 2 choses. Est-ce que ce que je fais, ça a vraiment du sens? Si oui, je continue, mais je vais chercher des habiletés pour ne plus me rendre aussi loin. Et quand il retournera dans le milieu du travail, ou elle retournera dans le milieu du travail, eh bien, elle sera beaucoup plus sensible à tous les signes de stress exagérés et elle va mettre des contre-mesures, si elle est bien épaulée, pour éviter de retomber en burn-out une deuxième fois ou une troisième fois, ou ainsi de suite. Ou alors, on change de job et on se réoriente.
parce que ça n'a pas de sens ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qui ferait du sens? Donc, la période de burn-out, quelque part, c'est pour ça que je dis que c'est une bénédiction, même si ça va avoir des conséquences peut-être désastreuses pour les gens autour. Peut-être qu'il va y avoir une perte de maison parce qu'il y aura une perte de finances. Mais au moins, on va être capable de repartir après sur des meilleures bases et que si la personne reprend une nouvelle entreprise, reprend un nouveau projet, elle le fera probablement dans de meilleures conditions que sa première expérience. OK. Et à ce moment-là, elle va développer des habiletés. Puis souvent, les gens, comme je disais tantôt, c'est mal perçu le burn-out. Pourquoi? Parce qu'on doit On doit produire, on cesser doit le travail. consommer, mais c'est parce qu'on doit être des Ah, consommateurs. Tu sais, écoute, quand il y a eu la crise en 2008, c'était complètement schizophrénique ce qu'on nous disait à la télévision. On nous disait, arrêtez de vous endetter, il y a un effondrement complet. Les Québécois, les Canadiens sont surendettés. On a 170% d'endettement. Ça n'a aucun bon sens. Puis dans la capsule vidéo ou la capsule de journal parlé suivant, il faut absolument qu'on consomme parce que sinon la crise économique va être encore plus forte. Oui, mais on est surendetté. Oui, mais il faut consommer. On est C'est schizophrénique. exact. T'sais, donc, si on est dans un monde qui fonctionne de manière schizophrénique, ben, il y a un moment donné où, oui, certains risquent peut-être de s'effondrer, mais prends ça juste. Qui t'es, toi? T'es à terre, ok. C'est l'occasion de se poser la question, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que c'est d'avoir un bateau que tu as envie? D'avoir une grosse maison comment dire, dans des quartiers cossus à Outremont ou ailleurs? Plus la maison de campagne, plus le voyage en Floride 3 fois par année? Ou c'est quoi tes valeurs? C'est quoi que tu as? C'est quoi que tu vis? C'est quoi ta vie à toi? Comment peux-tu réaliser tes rêves tout en étant respectueux de qui tu es et respectueux de la planète aussi? Parce que c'est un enjeu auquel il va falloir tenir compte aussi. Est-ce que je me trompe en disant que les nouvelles générations sont en train de changer ça? Oui et non. Parce que tantôt, tu parlais des bébés boomers qui ont été axés beaucoup sur la consommation de biens, justement pour se donner une paix d'esprit jusqu'à leur retraite. Mais il me semble de voir les jeunes qui sont accrochés beaucoup sur les jeux vidéo. Et puis, mais il me semble qu'on voit aussi beaucoup de jeunes qui reviennent à l'aspect social, beaucoup moins de possession, peut-être plus terre à terre pour une bonne partie. Mais je pense que c'est un peu comme on disait tantôt, quand on parlait des boomers, ce sont des tendances qu'on observe, Oh, oui. d'accord? Mais je dirais que la jeune génération, ceux qu'on appelle les milléniaux, sont face aux mêmes défis que les boomers, contrairement à la génération X. Dans le sens que oui, il y en a certains qui vont développer un rapport en fait à la possession qui est beaucoup moins important. Mais pour moi, c'est le sommet de l'iceberg. Parce que ils sont tout aussi aux prises avec la notion de plaisir immédiat. Et quelque part, il y a une difficulté de pouvoir rester dans un emploi de manière stable. Et si je ne suis pas heureux au travail, ben c'est de la faute de mon employeur, c'est pas de ma faute à moi. Mais c'est le même genre de discours qu'on avait avec le discours syndical de l'époque. OK? Alors, je ne dis pas que le monde du travail ne peut pas avancer. C'est certain qu'il y a quand même des choses qui évoluent. On parle beaucoup plus de conciliation travail-famille aujourd'hui que ce qu'on en parlait il y a 30-40 Ouais. ans, ne serait-ce que parce que les filles, et c'est tant mieux, sont sur le marché du travail, contrairement à peut-être leur mère ou leur grand-mère, enfin plutôt leur grand-mère ou l'arrière-grand-mère, qui étaient peut-être un peu moins souvent dans le monde du travail que ce qu'elles ne le font. Mais en même temps, elles sont parfois restées dans des situations maritales qui les rendaient bien plus malheureuses que ce qu'elles peuvent vivre aujourd'hui comme maman monoparentale. Donc, c'est certain que y a toujours cette notion de plaisir. Puis les jeux vidéo rentrent là-dedans. C'est que le jeu vidéo ou le chatting pour certaines personnes qui vont vouloir chatter à tort et à travers va donner un sentiment de plaisir immédiat OK. et ça va être difficile de sortir de ça. Et on n'est pas dans une société de plaisir immédiat, on a besoin pour... Tu sais, tantôt on parlait, c'est le sujet de ta capsule, on est dans une entreprise, je suis désolé, dans une entreprise, il n'y a pas de plaisir immédiat. Il faut apprendre à se donner du plaisir à faire ce qu'on fait, Mais c'est pas ce qu'on vend aux gens non plus. mais Mais on vend beaucoup aujourd'hui le lifestyle, le partez votre entreprise, vous allez avoir une vie de rêve. C'est beaucoup ça qui est vendu oui. aujourd'hui pour se partir en affaires. Et malheureusement, on met les gens en erreur parce que justement, c'est difficile
de partir une entreprise. Il y a des moments de doute, il y a des moments d'incertitude. Tu sais, on a parlé de la stabilité tantôt, mais il faut la gérer, la stabilité. Mais est-ce que tu Euh, viens de dire que partir en affaires, c'est difficile? mais pour moi, Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de oui, gens, il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est facile. non. Avec la semaine de 4 heures, qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas besoin de travailler. Mais c'est malheureusement ce qu'on va retrouver sur le net avec beaucoup de Ouais. collègues qui vont vendre du rêve et finalement, les gens vont peut-être euh, aborder le rêve puis vont déchanter. Certains vont peut-être maintenir leur, comment dire, leur courage, mais c'est certain qu'il y À- aura des lendemains qui seront déchantants. Et il faut apprendre à travailler. Je veux dire, quand on est en business, euh, les semaines de 35 heures, ça n'existe pas. C'est des semaines de combien en moyenne, un entrepreneur? J'ai aucune 50, idée. 50 à 80, 100 heures? J'ai aucune idée. Je te dirais que ça va dépendre de où est rendue ton entreprise. Mais au début, c'est certain que ça va t'en demander beaucoup Il ne faut pas plus. les calculer, hein. Faut pas les calculer, mais C'est en ça. même temps, c'est le prix de notre liberté. Moi, pour moi, l'idée d'être pris dans une boîte avec un patron, avec un syndicat, euh, et d'être coincé, tu sais, pour rien au monde, en tant que professionnel de la santé, je serais allé travailler dans le système public. Parce que pour moi, de devoir me conformer à la manière dont les gens travaillent, puis ça va rassurer les personnes. Tantôt, tu parlais de ton papa et de ta maman. Pour eux, ça les rassurait. Mes Exact. parents étaient tous les deux fonctionnaires et ça les rassurait aussi d'être fonctionnaires. Puis tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai une fibre entrepreneuriale et je me souviens qu'à la fin de mon doctorat, je travaillais sur des projets qui n'avaient rien à voir avec mon doctorat. Et à un moment donné, il y a un cocktail où je suis invité à participer. Et la personne qui m'invite me présente en fait une personne dont le mandat c'est d'être délégué du Québec. Je ne sais plus si c'est à New York ou à Paris que la personne était. Et donc, elle me demande qu'est-ce que je fais. Je raconte donc je fais mon doctorat, puis je raconte les projets que j'ai sur le côté. Et le gars part à rire. Moi, je suis début trentaine, le monsieur est proche de la soixantaine, et je le regarde, est-ce que j'ai dit une bêtise? Et non, le monsieur me regarde tout sérieux, mais non. Mais vous ne fonctionnerez jamais à l'intérieur d'une université. Vous allez étouffer. Et en fait, c'est comme si c'est la première fois que quelqu'un mettait de manière aussi claire le doigt sur ce qui me coinçait. Parce que même pendant mon doctorat, je faisais des projets en parallèle. La chance que j'ai, c'est que je ne dors pas beaucoup. Donc pour moi, d'avoir une masse de travail, c'est pas un problème. Je suis capable de bien la gérer. Puis aujourd'hui, j'ai une petite famille, puis j'ai un bel équilibre, je trouve, avec ma famille. D'accord? Euh, et donc, c'est certain que oui, il y a des gens qui vont être rassurés dans un système où on leur dit quoi faire. Mais si tu me mets dans un système comme celui-là, avec mon histoire, ben ça marche pas. Donc à ce moment-là, pour moi, c'est plus facile de travailler à 80 heures à gérer mes projets, en l'occurrence une entreprise, que de travailler 40 heures dans un système où je serais dans une boîte qui fonctionne d'une manière avec laquelle je ne suis pas nécessairement à l'aise. Puis heureusement qu'il y a des gens comme nos parents qui, pour eux, sont très à l'aise de Oui, fonctionner exact. dans une entreprise ou dans un hôpital. Il faut tout pour faire un monde. Mais moi, dans une boîte, je ne fonctionnerais pas. Je le sais très bien. Là, je me serais tapé très vite à burn-out. D'accord? Alors que je ne pense pas que je vais en avoir un malgré le taux de travail que je peux avoir aujourd'hui. Tu sais, j'ai des amis qui ont le même âge que nous deux, qui parlent de leur retraite. Je peux même pas m'imaginer un jour prendre ma retraite. C'est quoi ça? Bon, ben, on est Je deux suis à ce tellement dans moment-là. la fleur de tout ce que je peux produire, de tout ce que je peux faire. Pourquoi prendre une retraite? Donc, tu es en train de me dire que tu travailles toujours sans Mhm. jamais travailler. Pour moi, j'ai fait, et c'est là, par exemple, tu sais, Sylvain Caroufel qui disait essayez de vivre de votre passion. Son slogan est très bon. Parce que quelque Ouais. part, oui, on peut vivre de notre passion. Mais on peut vivre de sa passion en faisant de la peinture, on peut Oui, vivre en faisant du cinéma, on peut vivre en faisant de l'usinage, on peut vivre en étant menuisier. Écoute,
Moi, je travaille avec une équipe pour ma maison, tu as vu un petit peu à l'extérieur tantôt. Oui. Je suis fasciné par le travail que les menuisiers, les charpentiers, et avec lesquels j'ai travaillé depuis qu'on a mis en place notre projet depuis 10 ans. Écoute, ils ont un génie, ces personnes-là, c'est extraordinaire. Donc, eux aussi vivent de leur passion. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre de vacances, mais ils vivent de leur passion. OK? Donc, et il y en a qui sont employés, il y en a qui sont des entrepreneurs qui sont à leur compte. Ouais. Donc, le tout, c'est de regarder, c'est d'avoir une carrière qui nous convient. Peut-être que j'ai été aidé par mes profs au secondaire qui nous disaient, vous savez, la pension, ça a été inventé par notre génération, en l'occurrence les boomers. Puis, étudiez pour faire le métier que vous avez envie de faire. Parce que les pensions, ça n'existera plus quand vous allez les prendre. Parce Effectivement, que, on est rendu là. exactement. Et Il y en a pourquoi, plus. tu sais, on parle des inondations avec des maisons qui ne devraient pas être construites à ces endroits-là. Pourquoi est-ce que les villes donnent des permis de construire dans ce genre de terrain-là? Parce que le poids que représente le fonds de pension pour leurs employés, leurs anciens employés, est tellement lourd pour une ville que la seule manière dont elle peut survivre, c'est en octroyant des permis de bâtir à des gens qui ne devraient jamais bâtir à certains endroits. Et c'est un problème, ou alors on va devoir Ah, exact. augmenter de plus en plus nos taxes pour pouvoir permettre aux gens qui sont pensionnés, à qui on leur a promis leur pension, de pouvoir avoir la possibilité de pouvoir se relâcher le reste de leur vie. Mais nous, on n'en profitera pas nécessairement. En tout cas, pas comme eux. Puis moi, j'en aurais pas Exact. besoin. Tu sais. Tant que j'aurai ma tête, je vais continuer à donner des conférences, je vais continuer à donner de la formation. Si je peux aider les gens en pratique clinique, je vais continuer aussi. Je le ferai peut-être avec un rythme différent, mais je vais le faire le plus loin possible. Mais je crois que c'est la force d'un entrepreneur. C'est justement ça, c'est de ne pas voir de fin. Mhm. Je pense que c'est ça aussi qui nous propulse toujours à faire le prochain pas. Donc, si on récapitule un peu ce qu'on a dit, Mhm. il n'y a pas vraiment d'âge pour partir en affaires. Plus jeune, c'est des avantages et des inconvénients. On a plus de Plus forme vieux, physique, on a plus de forme physique. Plus vieux, on a plus de sagesse. plus de sagesse. Ce qu'on aime dire régulièrement quand on pogne 40, 50 ans, on dit qu'on est rendu avec beaucoup plus de sagesse. Oh, il y en a qui n'en ont pas, malheureusement. Quand Il y on en a voit qui n'ont notre pas. ami Donald, il a beau être président, il en manque un peu. Il y a peut-être plus de sagesse qu'on pense, puis c'est nous qui ne la voyons pas. C'est un autre sujet. Le stress, malgré tout ce qu'on peut entendre, est quelque chose de bénéfique Mhm. quand il est bien dosé. Est-ce que je me trompe? Oui. Il y a des niveaux de stress qu'il ne faut pas non plus passer, parce que le cœur arrête Ou on tombe en burn-out. ou on tombe en burn-out. Et quand on tombe en burn-out, ce n'est pas une fatalité en soi si on sait s'en servir comme un outil pour se reconstruire et rebâtir quelque chose qui va rencontrer ce qu'on veut pour notre vie, notre idéal, nos valeurs. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Donc, se mettre en action, Mhm. pas avoir peur d'être guerrier et aussi prendre le temps d'avoir des bonnes réflexions. Permettez-vous d'avoir du stress. Oui, puis apprendre à se connaître aussi, comme je disais tantôt. Plus on connaît les différents musiciens de notre groupe, en l'occurrence, plus on connaît les différentes forces et défis de notre cerveau, plus on peut bien les utiliser. Donc, être curieux Ouais. pour apprendre et développer des nouvelles façons de faire, Oui, puis des il y a des nouvelles choses. attitudes. Et puis il y a des choses aussi, tu sais, qui sont intéressantes. Tantôt, je disais que c'est très rapide de tomber dans des mécanismes de défense. Et je disais, je tombe encore dans mes mécanismes de défense. La différence entre Joël aujourd'hui, puis il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est que je me vois aller beaucoup plus rapidement. Donc dès que je sens que le mécanisme de défense embarque, c'est plus facile pour moi de mettre une contre-mesure pour éviter d'utiliser une stratégie avec laquelle je serais triste ou déçu ou je me sentirais coupable après. Donc c'est ça aussi, quand on parlait Ouais. de sagesse, c'est d'apprendre justement à se voir aller, savoir que c'est normal, d'accord? De toute façon, notre cerveau a besoin de savoir que c'est normal, sinon il se met en mode survie, donc on complique la situation. OK? Arrêter de croire que parce que je suis distrait ou parce que je bouge beaucoup, j'ai nécessairement un trouble mental. On met ça dans une petite boîte. Il ne veut pas dire que ça n'arrive pas, On mais a juste c'est une beaucoup énergie plus rare différente. c'est beaucoup plus rare en tout cas. D'accord? Mais souvent, ça traduit l'état Ouais. de stress dans lequel on est. Et donc, comment est-ce qu'on apprend à gérer le stress? Et plus on apprend à gérer le stress d'une manière constructive, et plus on peut aller loin.
Donc, aller chercher de l'aide à Oui. l'extérieur, pas seulement de l'aide d'un psychologue ou quelqu'un pour les maladies mentales, Non, mais mais aller un, chercher un de l'aide pour mentor. bien travailler, Mhm, se positionner comme il faut, aller chercher les ressources nécessaires pour compenser celles où on est moins habile mhm. et Prendre du plaisir dans la vie. prendre du plaisir dans la vie. Un dernier mot pour nos amis entrepreneurs. Un mot Mais de la fin. j'espère que ce que je disais tantôt, tu sais, tantôt on parlait de la difficulté d'être un entrepreneur. Tu sais, je pense que la vie, par définition, elle est difficile. Il y a des gens on est peut-être encore parfois dans une idée que quand on est enfant, on pense que d'être adulte, ça va être facile. Et les enfants veulent grandir, d'accord? Parce qu'ils subissent souvent les décisions que les adultes prennent pour eux. Et ils se disent, ben, quand je serai un adulte, je vais commander tout seul. Mais ça, c'est une image ou c'est une idée Ouais. d'enfant. Donc de penser que la vie, elle est facile, c'est une idée d'enfant. D'accord? Par contre, comment peut-on utiliser les différentes contraintes de la vie pour créer une vie qui nous ressemble? Et Ouais, c'est c'est là ça. que ça devient facile. Mais ce n'est plus une formule magique de l'enfant, c'est qu'on a Mais, appris à jouer avec les contraintes pour en faire quelque chose de constructif. mais quand on parle de l'entrepreneuriat qui n'est pas facile, Mhm. quand on se permet de dire ça, est-ce qu'on fait seulement qu'un comparable avec ce qu'on est habitué, qui est le travail salarié? Et que là, on se dit c'est difficile parce que c'est pas pareil. Non, je Parce que dirais, pour ma part, moi, ce que je vois, c'est que le travailleur est tout simplement un parallèle à l'entrepreneur. Les deux ont chacun leur monde, oui. avec leurs contraintes, leurs facilités, et un et l'autre. Mhm. Toujours dans ce que tu disais, avoir du plaisir dedans. Oui, et de choisir des systèmes. En fait, c'est la même chose que ce que mes profs me disaient quand j'étais adolescent. C'est aller chercher un diplôme qui vous permettra de faire le métier que vous aimez. Donc ça veut dire que quand je travaille, j'ai du plaisir à travailler. Mais je vais avoir du plaisir aussi à être dans le bois, tantôt à me promener avec ma femme ou mes enfants, ou à aller bûcher pour préparer le bois de l'hiver. Donc c'est d'être heureux de ce que j'ai, de construire mes projets, que ce soit des projets professionnels ou des projets familiaux, et d'y trouver un plaisir réel dedans. Comme ça, je n'ai pas besoin de plaisir facile à travers un jeu vidéo, de l'alcool, de la coke ou autre chose. Tu sais, j'ai pas besoin d'une Ouais. substance pour ça. Je vais juste être présent à ce que je fais et remercier. Et c'est certain que, tu sais, je pense que si on disait aux gens dans des capsules, hey, c'est difficile d'être entrepreneur, tu sais, t'en feras pas, tu ne vas pas utiliser cette Non, 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 capsule-ci non. pour vendre éventuellement une formation d'entrepreneur, mais Ben tu vas oui, l'utiliser dans. oui, je pense que c'est important. Faut arrêter d'avoir peur de dire les vraies choses. Mhm. Tu sais, peut-être pas vendre une formation d'entrepreneur, mais il faut arrêter d'avoir peur de dire les vraies Oui, choses. là-dessus, je suis d'accord. Tu sais, on l'a trop entendu. Comment est-ce qu'on voit sur le web aujourd'hui? Soyez entrepreneur, vous allez avoir la vie de vos rêves avec ça. Mhm. Désolé. C'est pas vrai que tu deviens entrepreneur pour avoir une vie de rêve. Oui, Si tu rêves de devenir entrepreneur, tu vas bâtir quelque chose qui va être selon tes aspirations. oui, puis il faut C'est pas savoir plus que facile que d'avoir une job. non, et puis c'est vrai que si par exemple, bon, toi et moi, on a des programmes de vente de formation sur le web, c'est certain que si on passe un samedi familial ou un dimanche familial et qu'il y a deux, trois formations qui se vendent pendant ce temps-là, c'est certain que c'est satisfaisant. On prend du Oui. bon temps et il y a une rentrée financière à ce moment-là. C'est pas une rentrée Mais, gratuite, ça, mais là. exactement, il y a eu 80 heures de travail du lundi au vendredi, Ça, si c'est pas ça, plus. c'est juste pour la dernière semaine. Ouais, On ne calcule pas tout ce qui s'est fait dans l'année, exactement. les rendez-vous que tu as eus, les capsules, l'entrevue comme on fait aujourd'hui. On n'est pas rémunéré pour ça aujourd'hui. Mhm. Mais c'est de la visibilité qu'on va se donner, c'est le plaisir de rencontrer des gens, c'est le plaisir de s'asseoir. Tout à l'heure, on avait ton garçon qui s'installait à Mhm. vouloir filmer lui avec, puis il me montrait son matériel vidéo. C'est de rencontrer ces jeunes-là qui ont une aspiration. Oui, et c'est les soutenir. C'est aussi ça comme satisfaction de dire, voici, je suis entrepreneur. Donc, comme mot de la fin, tu me disais satisfaction et plaisir Oui, dans les vraies choses. dans les vraies choses.
Mes amis, on va mettre une fin à cette entrevue-là parce que, comme vous voyez, notre ami Joël peut nous entretenir longtemps, longtemps, longtemps. Et je crois qu'il y en a encore beaucoup à dire. Sauf qu'on peut aussi saturer notre cerveau facilement. On a beaucoup d'informations. Si les gens veulent te suivre, parce que je ne sais pas si eux vont vraiment aimer la capsule, mais moi, quand je t'ai entendu les premières fois, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé la simplicité, comment tu amènes ça, la vulgarisation. Et là, peut-être que vous vous êtes perdu un peu à entendre parce qu'on s'est promené un peu dans les aléas de l'entrepreneurship. Mais je trouve que Joël, il y a beaucoup... il amène beaucoup de simplicité dans ses enseignements. Et ça, j'ai adoré parce que des fois, moi, mon cerveau, il est long à comprendre. Des fois, ça m'arrive. Souvent. Je comprends vite, mais ça prend du temps. Disons ça de même. Et quand il l'explique, j'aime voir les choses de base qu'il utilise. Vous l'avez vu, même dans cette entrevue-ci ou dans l'entretien qu'on a, il a amené beaucoup d'exemples très, très simples. La défense qu'on a vis-à-vis des Vikings, les combats, les jeux. Sans tout dénigrer, on est capable de ramener à la base. Et donc, si les gens veulent te suivre... Le plus simple, c'est cerveauetpsychologie.com. Cerveauetpsychologie.com. Juste en dessous ici, je vous mets le lien. Donc, n'hésitez pas à suivre notre ami Joël. Si vous avez des questions suite à cette entrevue-là, eh bien, je vous encourage. Posez des questions en dessous. Et je suis certain que mon ami Joël va se faire un plaisir de répondre à celles qui seront un peu plus précises. Je pourrai communiquer avec lui, puis on pourra faire suivre là-dessus. Hein? Oui, avec plaisir. Ça a du sens? Oui. Et j'espère que cette vidéo va vous apporter des outils exceptionnels pour vous permettre de bien vous positionner comme entrepreneur. Vous savez, on est là pour parler aux jeunes entrepreneurs, pour s'assurer. Quand je parle de jeunes, je parle des entrepreneurs qui sont en train de se mettre en place, que ça fait quelques mois, quelques années, et que là, d'un coup, on se perd, on est fatigué. Ça arrive, là. Le stress, des fois, là, prend le dessus. Servez-vous de ces enseignements-là, de ces discussions-là qu'on a, pour prendre le temps de bien vous positionner. Sur ce, mes amis, merci d'avoir écouté cet entretien qu'on a eu ensemble et je vous souhaite un excellent succès. Au revoir, gang! Salut!